Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je débute cette vidéo, elle va être très longue. C'est un point lecture assez long, parce que je vais vous parler de la littérature japonaise, donc des auteurs, des autrices japonais. Je pense que c'est que des autrices, je ne suis pas sûre, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. Préparez-vous quelque chose de chaud, de frais à boire. Sans alcool bien évidemment, donc un petit café, un petit thé ou un petit jus, peu importe, puisqu'on va parler de beaucoup de livres, des auteurs japonais, j'en ai encore, mais j'ai décidé, je crois que j'en ai encore, mais pas des japonais, c'est plutôt des chinois il me semble, donc là voilà, ça va être littérature asiatique on va dire, mais je crois que c'est tout est japonais. Donc on va parler, je vais vous faire un tout petit topo avant, hein, parce qu'il y en a déjà quelques-uns que j'ai lus et d'autres pas encore. C'est pour ça que je vous dis que cette vidéo va être très longue, parce qu'elle va être étalée sur plusieurs jours, tout simplement. Vous allez me voir dans différents décors, ou peut-être toujours ici, j'en sais rien, je serai différemment maquillée, différemment habillée, c'est tout à fait normal parce que j'ai tout simplement pas envie d'oublier ce que j'ai lu, donc je vais faire un cours, comment vous dire, même si je note dans mon petit carnet, je vais me faire des petites vidéos comme ça que j'assemblerai à la fin et que vous verrez tout à la fin. Donc, je vais vous parler de ce livre-là, de Toshikazu Kawaguchi, Tant que le café est encore chaud. Ensuite, je vais vous parler de Suzuki Natsukawa, Le chat qui voulait sauver les livres. J'espère que je vais apprécier celui-ci. Ensuite, Hiro Arikawa, donc Les mémoires d'un chat. On est pas mal sur les chats, là. Là, ça va être plutôt les oiseaux. Donc, Ogawa Ito, Le ruban. Et me tente énormément ce livre. Et enfin, on va parler de ce petit coffret de Aki Shimazaki, Le poids des secrets. J'en ai déjà lu le premier, ils se lisent assez rapidement, ils sont assez courts ces livres. Ils sont super sympathiques, j'ai adoré déjà le premier. On verra bien si je vais tout garder ou pas, enfin c'est un petit peu dramatique, mais c'est assez bien écrit, donc peut-être que je vais le garder. Et aujourd'hui, je vais commencer par Tant que le café est encore chaud. Alors, je vais reprendre mes notes parce que j'ai peur d'oublier. J'étais tentée déjà par le titre, par le fait que ça soit du japonais parce que je n'ai jamais lu des auteurs japonais. Donc c'est un roman aux éditions Albin Michel qui est assez récent, bien écrit. Donc je vais reprendre mes notes que j'ai lues assez rapidement, hein. Je l'ai lu en 2 jours. Donc ici nous avons à suivre plutôt, je pense qu'il y a 2-3 personnages qui sont plus importants, donc ça sera Fumiko Kiyokama, ou Kiyokawa je crois, femme, c'est une femme qui est belle, intelligente, qui parle 6 langues, un autodidacte, elle a appris 6 langues en autodidacte, elle travaille dans la grosse entreprise informatique de Tokyo et dans le domaine médical. Elle a 27 ans et en fait on va commencer par suivre ce couple. Donc elle parle avec son copain qui deviendra son ex-copain et tout simplement en fait il y a tout ce qui se passe dans sa tête, elle se dit comment je vais l'aider pour qu'il me dise ce qu'il en pense, qu'il veut arrêter, qu'il veut tout rompre, etc. Et tout simplement lui il est son sous-employé, je crois qu'il travaille dans la même boîte que lui, mais il est moins, il a un poste moins important que elle. Et on va lui proposer un poste aux États-Unis où il voudra partir. Et elle, en fait, elle est dans ses pensées et se dit, il va me laisser pour le travail. Enfin bon, c'est d'abord le travail, après c'est la famille. Donc il pense pas à moi, il pense plus au travail. Et en fait, on a tout ce qui se passe dans sa tête, ça fourmille, hein, donc voilà, ça bouillonne, si vous voulez. Et donc, c'est Goro Katada, c'est l'homme avec qui elle était au café, qui est plus jeune, 4 ans de moins qu'elle, je crois. Non, il a 3 ans de moins qu'elle, donc il est ingénieur système, pareil pour la société médicale, comme Fumiko, mais donc comme je vous ai dit, de la plus petite envergure. Ensemble, ils sont ensemble depuis, on va dire pendant 2 ans, puisque finalement ils rompent avec elle, il part aux États-Unis. Ensuite, on va voir plusieurs autres personnes. Par exemple, en fait, si vous voulez, ça sera, on a commencé, on a parlé un petit peu, après on va sauter sur une autre histoire, une autre. En fait, il y aura, il me semble, 3 ou 4 histoires en tout. Pourquoi je vous dis qu'il vaut mieux que j'en parle de suite de bouquins que j'ai lus, parce qu'à chaque fois j'oublie.
comment c'était. La seule chose que je me souviens très très bien, c'est que j'ai pas tout à fait adhéré à ce livre, je n'ai pas tout à fait apprécié ce qu'on m'avait vendu, on m'a dit c'est un super livre doudou, etc. Moi je l'ai trouvé assez dramatique, assez triste, et pas du tout doudou, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'humour assez intéressant, assez sympathique à lire, malgré toute la tristesse de ce livre. Donc on va après avoir un autre personnage assez important, Yuko Hirai, donc on l'appelle Mademoiselle Hirai. C'est une habituée de café qui est tout le temps avec ses bigoudis, qui travaille pas très loin de ce café, dans dans une boutique de je ne sais plus quoi. Et puis on va voir aussi Kazu Tokita, c'est une serveuse cousine du patron de café, qui suit les cours de l'art. Et donc le café, le fameux café où l'on peut boire le café tant qu'il est encore chaud et revenir dans le passé, s'appelle Funicula, donc le café qui fait voyager dans le passé. Et en fait, si vous voulez, tout n'est pas aussi simple que ça. Dans ce café, vous êtes obligé, pour voyager dans le passé, déjà il n'y a pas beaucoup de visiteurs dans ce café, pas beaucoup de clients, et pour voyager, vous êtes obligé d'être assis à une place précise et commencer à boire ce café. Et si vous voulez revenir, vous devez boire ce café tant qu'il n'a pas refroidi, sinon vous revenez à jamais, vous allez devenir un fantôme, il me semble que c'est comme ça. Et le souci c'est que pour prendre la place importante et revenir dans le passé, il faut... comment dire ça plus correctement, il faut demander la dame qui est assise à cette place de partir. Sauf que ça n'est pas une personne physique, c'est un fantôme, mais que tout le monde voit. Elle est toujours habillée en blanc, elle est toujours en train de lire. Et en fait, les gens qui veulent prendre sa place, même s'il vient la demander gentiment, elle répond méchamment, laisse-moi tranquille, ou elle jette un sort qui pourra mal se terminer. Donc du coup, il faut pas la gêner, il faut pas la gêner dans sa lecture, on les ramène tout le temps le café qu'elle boit, et on est obligé d'attendre que la dame en blanc aille aux toilettes pour laisser sa place. Enfin, elle la laisse pas en tant que telle, elle va juste aux toilettes, et puis le temps qu'elle y va, eh ben, on peut vite prendre sa place, prendre un café, etc. Et puis, c'est bizarre, mais en fait, vous avez tout le temps de revenir dans le passé, et puis elle revient des toilettes, et elle dit assez méchamment, style dégage, ah non, pousse-toi, c'est ma place. Donc, mais vraiment pas très gentiment quand même. Donc voilà. Et si vous voulez, on aura 3 histoires, il me semble, 4, je sais plus combien j'ai marqué, j'ai pas marqué ça. Donc moi j'ai marqué que le livre il était très triste avec de la fiction et le réalisme du quotidien à la fois. Donc il contient 4 chapitres, donc 4 histoires, donc chaque chapitre a chaque histoire, dont toutes sont plus ou moins liées. Le premier chapitre débute une histoire, et cette même histoire prend fin au chapitre 4, donc on va revoir notre fameuse femme d'affaires qui travaille pour une entreprise médicale qui a été abandonnée par son ex-copain maintenant, donc on la reverra à la fin de ce livre. Et donc des histoires de couple, de famille qui sont dans ce livre, relations fraternelles et familiales, toujours le sujet difficile à aborder et à lire, ça c'est sûr. Nous y parlons de la mort, des maladies de cœur et d'Alzheimer, donc des sujets assez complexes et assez compliqués à relever. Donc du chagrin, malgré quelques touches d'humour, le livre n'est pas gai du tout, hein. Donc honnêtement, c'est pas ce que je préfère de lire, peut-être parce que c'est un roman, moi je suis plus sur les thrillers, je vois ça un peu comme de la fiction, même si ça peut être vrai également, mais les thrillers, je les lis, sauf si c'est vraiment glauque, j'essaie de passer vite, outre, mais sinon, moi je préfère quand même quelque chose où il y a plus d'action, parce que ici, en fait, si vous voulez, c'est un peu monotone, les gens ils viennent dans le café, ils essaient de prendre la place de cette personne. Après, ce qui peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés par la lecture des romans ou des auteurs japonais, ben c'est justement peut-être cette douceur hein, quelque part, mais c'est pas doudou du tout, hein. C'est un peu doux dans les explications, etc. C'est assez profond au niveau de relationnel, familial, mais c'est assez dramatique aussi, donc c'est un peu tristouné, hein. Donc quand je le dis souvent, je n'aime pas lire
la réalité ni le fantastique. Et ici, les deux se mélangent. Donc, on est un peu dans le fantastique puisqu'on voyage dans le passé, et la réalité puisqu'on parle des maladies qui peuvent concerner n'importe qui. Et ça, je n'aime pas, ça m'attriste davantage. Donc, je choisis, comme je vous ai déjà dit, j'ai choisi les livres pour être immergée dedans, et pour s'évader de la réalité, de la triste réalité, sauf que là je suis confrontée à cette réalité et je suis face à elle et voilà, ça me perturbe, donc c'est pas tout à fait la lecture que je préfère. Et aussi, j'ai vu pas mal de répétitions de lecture assez plates et ennuyeuses, donc ça m'a gêné également. Voilà, donc bon, c'est pas tout gai hein, à mon avis sur cette lecture, mais il est ainsi, donc peut-être que vous en avez d'autres avis, donc n'hésitez pas à les partager. Et là, je vais commencer à vous parler donc de deuxième, pas de deuxième livre, mais plutôt, on va dire, donc c'est deuxième partie, donc ça va être plutôt le coffret entier. J'ai déjà lu une des histoires que je vais vous en parler. Je les ai rangées dans l'ordre inverse parce que je vais... Ah oui, c'est celui-là que j'ai pas encore lu. Donc j'ai lu le livre qui s'appelle Camélia, Tsubaki, bien sortir. Et en fait, c'est comme la couverture du bouquin. Donc, Tsubaki veut dire camélia en japonais. Donc, Aki Shimazaki, Le poids des secrets. Par exemple, ce roman-ci, j'ai bien aimé, mais je n'ai pas aimé qu'on évoque la guerre là-dedans, parce qu'il y en a marre d'entendre ce sujet. C'est encore une fois une triste réalité, sauf que là, tout se passe au Japon, c'était... plutôt les bombes atomiques, lancées par les Américains, dont les gens ont souffert. Ça se passe, je sais plus en quelle année, je sais pas si ça a été marqué. Et en fait, on va commencer, si vous voulez, par la mort, par le questionnement, c'est-à-dire qu'il y a 3 générations. Il y a la mère, la fille et son enfant. Donc l'enfant de la fille, donc le petit-fils de sa mère. Donc, grand-mère, si vous voulez. Et je l'ai lu en une journée, hein. Il est vraiment très rapide. Enfin, en une journée, parce que j'étais occupée à faire autre chose également, je ne faisais pas que lire. Donc, ici, on va parler de Namiko, c'est la fille de Madame K. C'est sa femme de ménage qui l'appelle Madame K, parce que elle ne parle pas ni japonais, ni... je sais pas, ouais, elle parle pas japonais, en fait, elle parle pas... il disait, elle parle pas ni japonais, ni la langue du pays. Bah, c'est japonais la langue du pays, c'est peut-être il y a une dialecte, je sais pas, supplémentaire, j'en sais rien donc. Et normalement cette Madame K, elle s'appelle Yukiko Oribe, je crois, Oribe. Et Madame S, donc c'est sa femme de ménage, gouvernante, je sais pas, voilà. Et ensuite on va avoir donc ici la fille qui s'appelle Namiko, et puis le fils, on ne dit pas son prénom, donc on ne sait pas comment il s'appelle, mais ça n'a pas une grande importance puisqu'on va le voir qu'au début du livre et puis à la fin. Le livre va essentiellement être concentré et va être consacré essentiellement à la relation des femmes vis-à-vis des hommes et les hommes vis-à-vis des femmes, on va dire ça comme ça, et les secrets familiaux, encore une nouvelle fois, tout ce que j'aime dans les bouquins, même si tout ce qui concerne la famille c'est assez difficile à lire, mais enfin bon, c'est quand même assez intéressant. Donc en fait ici, le petit-fils va questionner sa grand-mère concernant la guerre au Japon, la bombe atomique que les Américains ont lancée, et puis il y aura tout de suite une petite, c'était assez drôle, enfin, ça va vraiment être très très drôle, parce que bon, c'est pas drôle d'être attaqué quoi. Donc ici il disait, donc par exemple, mon fils lui demanda, grand-mère, pourquoi les Américains ont-ils envoyé 2 bombes atomiques sur le Japon? Parce qu'il n'en avait que 2 à ce moment-là, dit-elle franchement. Je regardais ma mère, il me semblait qu'elle blaguait, mais son visage était sérieux, étonné. Mon fils dit. Vous voulez dire que s'ils en avaient eu 3, ils auraient largué la 3e sur une autre ville de Japon? Oui, je crois que cela aurait été possible. Donc c'est pas très drôle, mais c'est vrai que, comme la fille dit, elle croyait que la mère elle blaguait, mais pas du tout en fait. Voilà, et donc, j'ai peur de vous révéler tout parce que le livre est fait que 100 pages. Donc on parle beaucoup des problèmes politiques, comme je vous ai évoqué tout à l'heure. C'est surtout en fait le petit-fils qui va beaucoup questionner sa grand-mère et s'intéresser beaucoup à ce qu'elle a lui raconté
Ça la fatigue un peu, mais elle parle quand même de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé en fait. Et puis le lendemain, elle décède, tout simplement parce que, enfin tout simplement, elle était malade, donc elle décède. Et elle laisse à sa fille une lettre. En fait, elle laisse l'héritage à sa fille, dont 2 enveloppes contenant un livre, enfin il était un peu plus épais que le premier, donc il y en avait un qui était assez fin et l'autre, une qui était assez fine et l'autre qui était assez épaisse, donc on pouvait supposer que c'était un livre. Donc c'était marqué donc sur les enveloppes qu'il y en avait une qui était destinée à son frère, au frère de sa mère, donc au frère de défunte. Et sa fille ne connaissait pas du tout l'existence du frère. Elle savait pas du tout qu'il y avait un frère. Et donc, la deuxième enveloppe va contenir, elle est un peu épaisse, va contenir une très très longue lettre. C'est quasiment un récit parce que on va la retrouver dans ce livre. Donc à chaque fois, on va passer de la lecture à la lettre à la vie actuelle de la fille, donc de Namiko. Et elle va faire ses propres conclusions suite à ce qu'elle va lire. Donc je ne vais pas vous dire plus que ça, mais c'est assez intéressant. Ce qui est un tout petit peu perturbant, c'est ces passages-là du passé au présent, parce que si vous voulez, il n'y a pas de chapitre en fait, on s'arrête net. Ce qui est assez rapide, c'est que chaque partie fait 2, 3, 4 pages, hein, c'est pas long, mais on s'arrête comme ça si vous voulez. Il n'y a pas de numéro de chapitre, rien du tout, donc ça s'arrête stop net comme ça, et puis bon, moi je me suis fait mes propres petits chapitres pour avancer un peu mieux. Puis à la fin, vous avez un petit glossaire des mots japonais qui sont ici écrits en italique. Voilà, donc ce petit glossaire est très très utile, et puis bon, ça vous permettra aussi d'apprendre quelques mots en japonais. Voilà, très bon livre, assez triste, mais bien écrit. Donc je ne sais pas, on verra la suite des autres, des 4 autres. Si j'aime tout autant, et bah écoutez, je vais garder ce coffret, je vais pas le vendre. Le souci c'est que j'ai lu ce livre après un autre livre sur la guerre, donc en fait je suis un petit peu en overdose de ce sujet-là. Voilà, donc sur ce je vous laisse, je continuerai la prochaine fois avec d'autres petits livres de ce joli coffret. Tout le reste, voilà, à suivre. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la suite de cette saga, on va dire, parce que normalement c'est une pentalogie, si vous voulez. Donc pentalogie, c'est le cycle de 5 romans construits autour d'une même histoire, telle que vécue par 5 personnages différents et pouvant se lire indépendamment. Je vais vous dire ce que j'en pense des suivants, parce que je vous ai parlé déjà du premier, de celui-ci, donc de Camélia. Ensuite, donc j'ai lu la palourde japonaise. Donc la palourde japonaise, bon, ça va crescendo en fait, de plus petit au plus gros, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pages. Le tout dernier va contenir 131 pages. Donc concernant la palourde, ici on va suivre plutôt l'histoire de Yukio, donc le frère de Yukiko. Donc j'ai peur de vous spoiler, donc je vais peut-être pas dire trop de choses en fait. Ici, on va, comme je vous ai déjà dit, qu'on va parler d'eux et qui ignorent en fait leur lien familial. Donc ça y est, je vous ai déjà un peu spoilé. Et la deuxième partie de ce livre, Yukiko est à la retraite, marié et a des grands enfants. Et il vit avec sa femme et sa mère, mais pense toujours à Yukio. Donc dans la deuxième partie, Yukio, enfin le frère, je sais plus qui s'appelle Yukiko, qui est Yukio, enfin Yukio, je crois que c'est le frère, donc a des grands enfants, qui est marié et qui est déjà à la retraite. Il est avec sa femme et sa mère, mais pense toujours à sa sœur, donc Yukiko. Et ce deuxième livre est plutôt l'histoire de frères, de la mère de Namiko, donc Yukiko, décédé dans le livre précédent. Voilà, enfin bon, résumé rapidement, j'espère pas trop spoiler. Ensuite, celui-ci, donc c'est Hirondelle, Tsubame ça veut dire hirondelle. Ici, on aura plutôt l'histoire de Yoni, qui deviendra par la suite Mariko, donc mère de Yukio, donc mère de ce garçon qu'on a vu précédemment dans l'autre livre, qui est déjà à la retraite. Donc, on va suivre la famille coréenne
qui s'est retrouvée au Japon suite à la colonisation japonaise. Donc en Corée, la mère travaillait comme professeur d'enseignement ménager, professeur d'enseignement ménager dans un collège pour les filles, et son frère, donc l'oncle Do Yoni, était écrivain et journaliste. Donc maintenant la mère travaille comme femme de ménage dans une maison des riches, et l'oncle, je crois qu'il travaille dans une usine, je ne sais plus. Donc ils ont fui la Corée en 1909, donc tout se passe, vous voyez, dans ces années-là, entre 1909 et 1945. Donc avant la naissance d'Oyoni, ayant pris le part de mouvements d'indépendance et étant les activistes, ils étaient obligés de fuir. Donc la mère et oncle, donc frères et sœurs, étaient contraints d'abandonner leur poste professionnel et partir. Donc, ensuite, on va parler beaucoup des hirondelles. Enfin, ils vont se dire que c'est bizarre, il y a plus d'hirondelles. Enfin, et donc en fait, ça veut dire quelque chose, comme on sait tous que les oiseaux, ça signifie pas mal de choses au changement du temps, au changement de climat, etc. Et donc là, ils voient plus d'hirondelles qu'ils voyaient d'habitude. Et donc, comme tout se passe à Tokyo, je vous ai pas dit, et en fait, un jour, il y a une explosion dans l'usine. En fait, la mère qui travaille comme femme de ménage, elle voit son patron partir avec sa famille quitter Tokyo, et elle dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, le lendemain, il y a une explosion d'une usine due à un tremblement de terre, en fait. Et ça s'est passé en 1923, donc quelques années plus tard, presque 20 ans après leur exil, leur immigration de la Corée. Voilà, donc ça veut dire que ce tremblement de terre, il va quasiment faire disparaître la ville, il va effacer les maisons. Donc elles quittent leur maison et donc elles s'en vont. Donc la mère et la fille, elles ont eu la chance de ne pas être touchées par ce tremblement de terre, parce qu'elles ont quitté la maison assez rapidement. Et donc ensuite elles quittent leur maison, ils sont au refuge, et les soldats soupçonnent les Coréennes, dont elles sont coréennes toutes les deux, de mettre le feu aux usines et d'intoxiquer l'eau. Donc ils ouvrent la chasse aux Coréennes, et ça devient très compliqué pour elles toutes les deux. Donc elles essaient de se cacher. Une des voisines de, on va dire, de misère, hein, puisque la mère de Yoni, elle a essayé de l'aider avec l'enfant quand il pleurait, donc elle l'a calmé assez rapidement. Et donc cette femme, elle a, on va dire, remercier en quelque sorte de son aide en la prenant entre guillemets sous son aile, quand il y avait les soldats qui cherchaient les Coréens et qu'ils avaient vu la tête suspecte de cette femme. Elle a commencé à lui parler, lui donner un nom qu'elle a inventé, et lui parler en japonais en disant que c'est ma voisine, mais qu'est-ce que vous faites là, etc. Donc le soldat l'a laissé tranquille en disant que bon, vous la connaissez. Elle a dit oui, oui, oui. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc elle a sauvé, entre guillemets, cette femme avec sa fille. Et donc à partir de ce moment-là, la fille va changer de prénom et va devenir, au lieu de Yoni Kim, elle va devenir Mariko Kanazawa. Donc voilà, et à partir de là, elle va avoir son propre histoire. En fait, si vous voulez, quand on lit le tout premier livre, on a l'impression d'aller un peu en reculant, c'est-à-dire de futur vers le passé. Du présent, pardon, vers le passé, mais au final, comme ça se lit séparément également, ça peut se lire aussi facilement séparément. Mais c'est vrai que c'est quand même bien de lire tout en ensemble, mais séparément, ça marche très bien, vraiment. Donc, à part ça, je trouve quand même que tous les livres sont liés. Chaque livre est énigmatique et donne des indices pour le suivant. Donc on respecte à peu près le même schéma pour chacun. Donc début toujours l'enfance, la fin, l'âge adulte. Très intéressant et assez pratique quelque part, philosophique, dramatique et triste. Hein. Situation politique compliquée, ainsi que les situations familiales pas toujours faciles dans chacun de ces livres. Hein. Voilà, ensuite on va passer donc au suivant, qui est le livre Vasurena-gusa, qui veut dire myotis, et souvent on va voir le mot Nezabutka, c'est le mot en russe qui signifie cette fleur myotis. Et ensuite, bon, on va découvrir aussi l'histoire, pourquoi est-ce que ça s'appelle Nezabutka. Donc n'oublie pas, myotis, je sais pas s'il y en a les ont en français, mais c'était une histoire pendant l'ère médiévale, je crois, où il y avait quelqu'un qui
je sais plus, il me semble qu'il y avait un couple, un qui était tombé quelque part, il est allé chercher les fleurs, hein, je crois, pour sa fiancée, et puis il est tombé à l'eau, enfin j'en sais rien, il y a un truc comme ça, et puis il écrit ne m'oublie pas, et au final, bah, ces fleurs étaient nommées Nizabutka en russe, donc ne m'oublie pas, ou Myosotis en français. Euh, donc ici, dans justement les Myosotis, le poids des secrets, toujours, on va suivre Monsieur Takahashi, Kinji, donc mari de Yuni, qui est devenu Mariko. Voilà, donc on va parler encore de la politique ou des catholiques au Japon qui ont été exilés, torturés ou tués à cause de leur résistance au régime. Donc les victimes de la guerre, encore une nouvelle fois. Encore une histoire très difficile et attachante malgré tout. Hein. Belle histoire d'amour entre Monsieur Takahashi et Mariko, donc Yoni. Ensuite, on va voir, donc tout d'abord, on va voir, comme toujours, l'enfance de Kenji Takahashi et sa vieillesse, les secrets de famille, les relations difficiles avec sa famille. Et on va découvrir encore plus de choses dans le tout dernier, donc qui s'appelle Otaru. Otaru, ça veut dire les lucioles. Et donc celui-ci, maintenant, c'est une histoire qui est racontée par Tsubaki, donc Iyoni. Donc Tsubaki, c'est la petite fille de Yoni, donc de Mariko, et donc fille de Yukiko. C'est très intéressant, mais très répétitif, hein. Car la même histoire est racontée par tous les personnages, mais différemment, avec le destin personnel propre à chacun, parce que chacun vit son histoire différemment, la raconte différemment, mais c'est toujours la même histoire qui est racontée plusieurs fois, ce qui est un petit peu perturbant en soi, puisque vous lisez les 5 livres, à chaque fois c'est vous tombez sur la même chose, sauf si vous découvrez autre chose que vous n'avez pas encore lu dans le livre précédent. Donc la fin est un peu triste, mais pas autant que toute la lecture, hein. Donc pour moi c'est pas vraiment mon style, hein, même si c'est très très bien écrit, je trouve. Vraiment c'est assez philosophique. On a pas mal de scènes, enfin on a pas mal, non, il y a quelques scènes d'amour assez décrites, assez détaillées, hein. Mais bon, en soi c'est pas super gênant parce que ça se passe assez rapidement. Et il y a des choses, bon, encore une nouvelle fois, l'image de la femme dans la société japonaise, et surtout la défense des enfants, on va dire, dans cette même société. Voilà, c'est un peu, voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de secrets, très sympathique à lire, mais je ne pense pas de pouvoir garder ces livres parce que c'est pas vraiment mon style. Mais en tout cas, voilà, je pourrais vous le recommander si vous êtes fan de la littérature japonaise. C'est assez douillet, enfin je dirais pas non plus que c'est doudou, hein, enfin c'est un peu doux, c'est un peu douillet, hein, c'est un peu, ça fait un peu comme si vous étiez nostalgique de l'époque d'avant, enfin voilà, mais également c'est très philosophique et poétique à la fois, donc voilà. Après moi, doudou, douillet, plus je m'imagine quelque chose un peu style chamallow, enfin un peu cucul la praline, on va dire, très très gentillet, mais alors là, non, pas trop, hein, parce que ici on parle pas mal de politique et des secrets assez enfouis au long de toutes les histoires, tout au long tout au long des histoires, au fond de chacun. Voilà, donc ensuite je vais passer à cette lecture-là. Là, je suis en train de le lire, je viens à peine de commencer. Bon, j'espère que ça va pas être aussi triste comme les autres histoires que j'ai déjà lues de cette vidéo. Donc c'est le ruban d'Ogawa Ito. Là, je suis encore, pour le moment, je suis à la page 17, donc je vais pas vous en parler tout de suite. Je vous en parlerai dans le prochain épisode de la même vidéo. Donc, sachez que la vidéo, elle va être longue. Donc, voilà, faites des petites pauses, revenez-y, etc. Faites les chapitres si vous souhaitez, parce que chacun de mes vidéos est chapitré et ça vous permettra de mieux suivre le livre qui vous intéresse le plus. Bonjour à toutes et à tous, on continue notre vidéo, la grande vidéo de littérature japonaise, enfin oui japonaise je crois essentiellement, asiatique en tout cas, et donc j'ai terminé ce livre là qui s'appelle Ruban de Ogawa Ito.
Je suis restée assez perplexe parce que, en fait, c'est un livre qui ressemble plutôt à un recueil de nouvelles, qui est à la fin relié par le début, en fait. Vous avez au début, on parle de la grand-mère et de sa petite fille. C'est une grand-mère adoptive, en fait, si vous voulez. C'est une femme qui avait adopté le père de cette fille et qui a grandi auprès d'elle. Donc, et du coup, bah, la fille qui s'appelle Ibari, c'est sa petite fille adoptive et elle s'appelle Sumir. Donc Sumir, en fait, c'est une grand-mère qui adore les oiseaux, qui aime beaucoup les regarder. Elle se met souvent sur son balcon et regarde par la fenêtre, enfin, et elle regarde les oiseaux dehors sur le gros chêne et l'ont surnommé Pépé. Donc elle regarde les oiseaux qui se posent sur Pépé. Et un jour, elle trouve des œufs qu'elle met dans son chignon pour les faire éclore, tout simplement, pour faire pousser les poussins. Et donc, Ibari va venir souvent la voir, parce qu'elle vit avec la famille, donc la grand-mère. Elle va venir souvent la voir, ça va être une sorte de confidente, sa copine à la fois. Elles vont être très très bien ensemble, elles vont pouvoir... on va assister, à, si vous voulez, à la naissance, à l'éclosion de ces bébés, d'un seul en fait oiseau, et les autres en fait ils vont les enterrer puisqu'ils vont pas éclore. Et on va voir tout le processus de retournement des œufs pour qu'il y ait assez de chaleur. Elle va mettre son chapeau sur la tête. Enfin bon, ça va être, ils vont les marquer, etc. Bon, ça a beaucoup parlé des oiseaux. Il y aura pas mal de descriptions, hein. On est beaucoup dans la relation grand-mère, petite fille, qui est très intéressante. Et puis ensuite, on va découvrir d'autres destins d'autres gens et qui sont liés, tous liés avec les oiseaux. Et donc, comme Sumir avait appelé cet oiseau Rubin, et ben c'est pour lier justement les destins. Cet oiseau qui va lier les destins des autres, parce qu'à un moment donné, cet oiseau, en fait, il s'échappe de la cage dans laquelle il va vivre à un moment, parce qu'en fait, si vous voulez, une fois il est dans la cage, une fois il est en liberté, il est en semi-liberté, si vous voulez, dans la maison. Mais voilà, donc ça va être un grand drame pour Sumir ainsi que Ibari, donc du coup, ils vont perdre un petit peu ce lien qui les unissait, donc c'est ce ruban. Et elles vont être très très tristes. Donc voilà, par la suite on va voir d'autres histoires qui vont être en liaison avec les oiseaux. Et c'est un oiseau, en fait, c'est un calopsite. Vous savez, des petits perroquets avec une crête et les joues rouges, et ils sont jaunes en général. Je crois qu'il y en a des gris aussi. Ce qui était un petit peu compliqué pour moi, c'est que le livre n'a pas de chapitre, hein. Il n'a pas de chapitre, il y a juste des arrêts comme ça, comme si ça nous voulait dire que c'est un autre chapitre qui commence, ou alors une autre histoire. Il y avait en fait par style chapitre, il y avait histoire par chapitre. Voilà, c'est pas un chapitre, ça apparaît comme ça. Et des fois il y avait des histoires qui duraient plusieurs chapitres. Et puis à la fin, donc on a commencé par Sumir et Ibari, et on va terminer par Sumir et Ibari également vers la fin. Bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que sinon ça vaut pas le coup. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Moi, j'ai dit que c'est voilà, tout au long du livre, on rencontre des différents personnages de différents âges, leurs relations avec les oiseaux, donc tout est lié avec les oiseaux. Les comportements d'oiseaux sont beaucoup décrits, hein, donc on parle vraiment énormément des oiseaux. Donc on fait également face aux sentiments forts tels que la joie, le chagrin et la mort. Tous ces oiseaux sont une sorte de fil qui lie justement les destins et qui les guérit, ou une fois guéris, ils s'en vont. Donc souvent on les perd, ces oiseaux, dans le sens où ils s'envolent, ou ils meurent. Enfin, je crois pas qu'il y en a des morts d'oiseaux, mais ils s'envolent. Donc voilà, ils prennent leur envol dans le sens propre et figuré, hein. Donc c'est assez poétique, imaginaire, hein.
Voilà, donc c'est... bon, j'ai mis quand même une semaine à le lire, je crois, hein. C'était pas très rapide, hein. Ouais, j'ai mis 6 jours, hein. C'était un peu long, enfin, pour ma part, parce que moi, je suis pas très fan des livres trop poétiques, trop dans la description. Ça m'ennuie vite, en fait, je sors vite du bouquin et je ne suis plus trop intéressée par l'histoire, parce que je plonge énormément dans le descriptif et puis je m'y perds. Voilà, donc c'était tout pour celui-ci. Il me reste maintenant encore deux. Je suis en train de lire celui-ci qui est de Suzuki Natsukawa, le chat qui voulait sauver les livres. Il est complètement le contraire des précédents que j'ai lus, qui étaient assez les livres assez dramatiques avec beaucoup de chagrin, de tristesse. Celui-ci, contrairement au précédent, il a l'air être bien rigolo, hein, même si ça commence par les funérailles. C'est assez marrant quand même, après, par la suite. Et puis pour le moment, il n'y a pas beaucoup trop de descriptifs. Il y en a quand même un peu de description. Mais c'est pour vous mettre un peu dans le bain, dans l'ambiance, sans sortir du livre, en fait. Voilà, donc je vous en parlerai plus tard, une fois que je l'aurai terminé. J'ai fait la troisième partie du livre, je crois. Je suis à la page 60 et il y en a 200 et quelque chose. Il y en a 250, donc non, un petit peu moins qu'un quart. Mais voilà, ça avance plutôt pas mal. Ça se lit assez vite, hein, c'est assez aéré, c'est des grosses lettres, enfin c'est le gros police. Les chapitres se présentent comme ceci avec un chat à chaque fois, c'est assez sympathique. Et la lecture assez gaie, je vous dis, j'ai envie de vous dire. Mais bon, je sens qu'une partie de tristesse va venir quand même, il y aura un peu de nostalgie, il y aura un peu de chagrin encore, je pense, et pas mal de morale, parce que je crois que les Japonais, ils aiment beaucoup, en fait, aller trop aller creuser, en fait, voilà, et puis présenter tout ça poétiquement, dire, avec la philosophie, voilà. Bon. Pour le moment, je ne suis pas super emballée par les auteurs japonais, même s'ils sont bons, hein, pas pour moi en tout cas. Non, je ne suis pas emballée par les auteurs japonais tout simplement parce que ce n'est pas mon style de littérature que j'ai l'habitude de lire. Peut-être plus tard avec les années ça changera, ou peut-être pas du tout. Mais ce sont des bons auteurs, ils écrivent très bien, sauf que ce n'est pas trop ce que j'aime lire en fait. Voilà, donc je vous laisse ici, et puis ben je vous en parlerai plus tard de celui-ci, ainsi que il me reste le dernier, donc le chat, les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. On verra si ça va être rigolo ou encore une petite tristesse. Voilà, donc en tout cas c'est une lecture plutôt douce, triste, nostalgique par moment. Voilà. Donc à la prochaine. Voilà, donc j'ai terminé ce livre-ci de Suzuki Natsukawa, donc le chat qui voulait sauver les livres. C'est encore pas mon style. Je suis désolée, mais je suis pas du tout emballée par la littérature japonaise. Pour le moment, je pense que pour le moment, l'un des meilleurs que j'ai peut-être lu pour moi, en tout cas, c'était le poids des secrets, que j'ai d'ailleurs revendu parce que je ne pense pas relire ni garder cette lecture. Concernant celui-ci, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté pas mal de choses. Donc ici, on va voir surtout le principal... le personnage principal, c'est Rintaro Natsuki, un lycéen qui a perdu son grand-père, sa seule unique famille, parce qu'il était, je crois qu'il était abandonné par son père, et puis sa mère, elle était décédée, enfin un truc comme ça. Il lui reste que son grand-père et puis sa tante éloignée. Donc ça commence, comme toujours, très gaiement, entre guillemets, par les funérailles de grand-père. Et donc il faut qu'il trouve... la solution avec la librairie que son grand-père a laissée, du coup, puisqu'il est décédé. Et donc Rintaro, il va être un petit peu dans la dépression, il va rester dans sa librairie. Les élèves de sa classe vont venir le voir et lui demander de venir en cours, d'arrêter de sécher, etc. On va lui amener les cours, on va prendre soin de lui, mais c'est un garçon qui est assez... enfin... qui est assez enfermé, hein, qui
qui est pas le beau gosse de la classe, mais il y en a un beau gosse de la classe qui vient et qui lui parle, il s'entend bien avec lui, et puis il y a une fille qui vient aussi le voir, lui ramener les cours, dire ce qui se passe dans la classe, etc. Et il essaie de le convaincre à chaque fois quand elles viennent de venir en cours. Et puis lui, il fait découvrir à cette fille justement la littérature classique. Je crois que là, c'était la littérature française, justement. Mais je sais plus si c'était si c'était Rouge et Noir de... je sais plus ce qu'il lui faisait lire. Mais enfin, en tout cas, elle découvre la littérature classique, elle apprécie. Petit à petit, ils font connaissance. Et le garçon, un jour, en fait, il est dans la librairie le soir, et puis il entend les voix, il comprend pas ce qui se passe, il regarde tout autour. Et en fait, ça, c'était le seul moment pour moi drôle, parce que j'imaginais vraiment la scène. C'était tout au début où il y avait le chat qui commençait à lui parler, et puis le garçon il se dit non mais je suis vraiment fatigué, soit c'est la dépression, et il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va pas, il y a un chat qui me parle, etc. Et donc ce chat, en fait, pour ne pas aller trop dans les détails, c'est un chat qui s'appelle Tigre, et donc qui va l'aider à sortir de cette dépression, on va dire. Donc une touche d'humour, hein, comme je vous ai déjà dit, je vais essayer de vous la trouver. À la page 14, c'était. Et donc, mais ton grand-père, lui, doit s'en faire. À cause de toi, il doit continuer de flotter dans le coin, incapable de rejoindre le nirvana. Ce n'est pas bien de donner des soucis au vieillard. C'est le chat qui parlait comme ça de grand-père décédé. Donc ça, c'était assez marrant. Et puis, il y avait aussi, j'avais noté à la page 22, qu'est-ce que j'avais noté encore? Voilà, c'est quand il faisait connaissance avec le chat. Donc, Rintaro qui faisait connaissance avec le tigre. Donc, tu as un problème avec les chats? Répliqua le félin. Pas d'erreur, c'était bien lui qui avait parlé. Abasourdi, Rintaro ferma les paupières et compta 3 secondes avant de les ouvrir. Avant de les rouvrir. Un pelage tricolore, une queue touffue, 2 yeux perçants et une paire d'oreilles triangulaires, pas de doute, c'était bien un chat. Un chat dont les longues moustaches tressaillaient à présent. Un souci avec tes yeux, gamin. Un souci avec tes yeux, gamin s'enquit-il d'une voix rugueuse. C'est-à-dire que, bredouilla Rintaro hésitant, même si je n'ai pas une très bonne vue, je dois me rendre à l'évidence, j'ai devant moi un chat qui parle. Donc voilà, vous voyez, c'était assez marrant. Et puis aussi, il y avait un truc. Ah oui, le chat qui citait le petit prince, hein, c'était marrant aussi. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça alors Rintaro haussa les sourcils. Jamais je n'aurais cru entendre un chat me citer le petit prince. Tu n'aimes pas Saint-Exupéry? C'est le chat qui lui pose la question. Bon, je vais pas lire tout le livre, sinon ça va pas. Donc en fait, c'était assez marrant et triste à la fois parce que il y a toujours cette nostalgie de grand-père, enfin de Rintaro envers son grand-père, envers comment il a vécu avec son grand-père, les souvenirs, les bouquins quand il les touche, ce qui ça donne. Et en fait, ce livre me rappelle vraiment beaucoup Le Petit Prince, là où il y avait le Petit Prince qui voyageait et qui voyageait sur différentes planètes et qui essayait de comprendre ce que les gens faisaient sur ces planètes. Et ben là, c'est un peu pareil. En fait, il voyage dans 4 comment ça s'appelle, labyrinthes, 4 dédales différentes. 4 dédales différents où il va apprendre sur chacun de ces personnages dans ces dédales ce qu'il fait et comment il se comporte avec les livres et donc il doit les sauver. Donc il y en a un qui tient en otage les livres, c'est-à-dire qu'il les tient toujours, enfin il les lit très très bien proprement, etc. Ils sont en très bon état, ils sont enfermés dans les bibliothèques dans la vitrine, donc ça l'angoisse. Il dit non mais il faut pas enfermer les livres. L'autre qui jette les livres par les fenêtres, un autre qui découpe les livres, et le 4e dédale, justement, c'est pour... je vais pas vous dévoiler tout, donc c'est autre chose. C'est donc la conclusion de tout ça. On va entendre à la fin et ces personnages, et comment ça s'est déroulé, et qu'est-ce qu'il en est avec l'histoire avec cette fille, donc Yuzuki, la camarade de la classe. Donc... et le chat, en fait, pourquoi le chat est dedans? Parce que, tout simplement, le chat, il lui fait, grosso modo, ouvrir les yeux sur le monde du livre. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est? Et donc, c'est avec
un coup de pouce de chat, on va dire, et découvre un petit peu plus ce monde livresque et il essaye de comprendre ce qu'il en est, tout simplement. Voilà, donc dans ce roman, il y a la moralité, enfin, concernant la surconsommation, la relation étroite et directe avec la lecture, le respect de celui-ci, ainsi que de la nature. Donc, vous voyez, ça rappelle un petit peu Le Petit Prince, comme j'ai déjà cité, d'Antoine Saint-Exupéry. Et dans l'ensemble, c'est une bonne lecture fantasy, mais pas mon style, encore une nouvelle fois. Voilà, donc il m'en reste encore le dernier livre concernant les chats et la lecture japonaise. Et on terminera avec cette vidéo extrêmement longue, je pense, pour vous. À la prochaine. Alors, on se retrouve pour ce dernier livre que j'ai terminé. Le livre de Hiro Arikawa, Les Mémoires d'un chat, aux éditions Babel, précédemment Actes de Sud, qui n'est pas très très long, mais qui est assez dense, qui se lit sur un souffle. Au départ, le départ était difficile au démarrage, mais ensuite ça allait trop bien, donc très vite en plus. On est à 324 pages, c'est pas énorme. C'est un livre, un coup de cœur en fait. Je ne suis pas fan de la littérature japonaise dans le sens où je trouve ça un peu trop poétique pour moi. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'aime quand ça va directement au but. Quand c'est un peu trop poétique et trop évasif, ça me fatigue assez rapidement. Mais ils sont fidèles à eux-mêmes, ces auteurs. Donc ça, il y a rien à dire. C'est vrai que ce sont des lectures plutôt en général doudou, comme on les dit, comme on les décrit en fait. Mais doudou sans être trop doudou en fait. Hein. Il y a un proverbe en russe, on dit «Мягко стелят, жестко спать», c'est-à-dire, je sais pas comment, il doit y en avoir un proverbe qui ressemble à celui-ci en français, peut-être pas tout à fait dans le même style, mais qui doit signifier exactement la même chose, c'est-à-dire par exemple, on apprête ton lit qui est tout doux pour dormir, mais il faut que je trouve un proverbe, parce que là c'est-à-dire qu'on vous prépare doucement quelque chose, mais en réalité, c'est quelque chose d'assez difficile à avaler, par exemple. Mais nous, si on traduit mot à mot, ça veut dire qu'on fait le lit tout doux, mais qui est très dur pour dormir dessus, donc dedans. Voilà, enfin bon, ça n'a pas de sens comme ça, mais je vais essayer de retrouver le proverbe en russe. Peut-être que si je trouve pas, vous saurez peut-être me dire qu'est-ce qu'il y a qui ressemble un petit peu à ça. Donc je trouve ça, c'est un peu ce style-là. Donc c'est-à-dire que tout est bien enveloppé, bien présenté, et puis à la fin, boum, bam, oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris là, j'ai pas tout à fait suivi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc à la fin, vous découvrez un truc et que vous attendez pas du tout. Et je vous avoue honnêtement, si je m'attendais à découvrir ce que j'ai découvert à la fin de ce livre, je ne l'aurais pas acheté. Mais franchement, je suis quand même contente de l'avoir acheté parce que je trouve qu'il est tellement bien écrit. En plus, illustration de couverture, c'est une russe, je crois, Irina Gramashova-Kauton. Donc ça fait encore plus plaisir puisque quand même ce sont mes racines. Traduit du japonais par Jean-Louis de la Couronne. C'est une belle écriture. Je ne sais pas si la traduction est bonne et fidèle à elle-même, mais je trouve que c'est très compréhensif. C'est très compréhensible comment c'est écrit, c'est très bien écrit, c'est très bien dit. En fait, c'est un livre où on va découvrir au départ un petit garçon qui s'appelle Satoru Miyawaki. Donc ce Satoru Miyawaki, à l'âge de je sais plus 10-13 ans, ou voire encore plus jeune, va perdre ses deux parents dans un accident de voiture. Il va l'apprendre lorsqu'il sera en colonie de vacances ou quelque part, je crois, il sera pas chez lui. Donc ça va être un choc pour lui. Il aura un chat, donc il va devoir se séparer de ce chat parce qu'au Japon, je ne savais pas du tout qu'en fait, apparemment, il y a des endroits où vous n'avez pas le droit de vivre d'habiter avec les animaux. Donc vous devez avoir une autorisation, non, vous devez avoir un immeuble dans lequel c'est autorisé. Donc
Ce n'est pas n'importe quel immeuble, ce n'est pas n'importe quelle maison, donc il faut avoir des autorisations pour avoir des animaux. Donc vous ne pouvez pas avoir un animal comme ça, subitement dans un immeuble où il n'y en a pas. Donc c'est assez difficile, comme il se retrouve tout seul, il doit aménager avec sa tante, la sœur de sa mère, et elle est juge qui voyage beaucoup, qui a toujours des appartements de fonction publique et qui ne peut pas se permettre d'avoir un chat, puisque ces appartements-là, en général, ne prévoient pas l'animal de compagnie. Et d'autant plus, c'est compliqué pour elle de déménager à chaque fois avec un chat en plus d'un enfant qui n'est pas à elle, mais qui est à sa charge maintenant, puisqu'elle a perdu sa sœur et son beau-frère. Néanmoins, elle n'est pas contrainte à faire elle a tout de suite pris en charge cet enfant. Pour elle, c'était tout à fait naturel et normal, puisque il y avait des secrets de famille que je vais pas vous dévoiler, qu'elle doit ça à sa sœur, et c'était son souhait au moins de lui dire merci de cette manière-là, puisqu'elle n'a pas eu le temps de lui dire merci pour lui permettre de faire ses études de juge, voilà. Puisque toutes les deux, il me semble, elles étaient aussi orphelines, enfin je sais plus, il y avait un truc comme ça. Donc voilà, c'est assez secret, il y a pas mal de secrets de famille, hein, notamment concernant cet enfant, Satoru. Et donc après, on va suivre petit à petit ce Satoru. En fait, le livre il va être divisé en 6 parties, il me semble. Donc on va découvrir petit à petit son enfance, ses amis, lorsqu'il déménageait, lorsqu'il était avec ses beaux-parents, quand il était chez eux, quand il était avec sa tante, quand il était ici et là, enfin à chaque fois quand il déménageait, il y avait ses amis. Donc on va faire connaissance petit à petit avec ses amis lorsqu'il voudra laisser un chat, un autre chat, puisque celui qu'il avait, il a été contraint de l'abandonner, enfin il l'avait laissé à quelqu'un, je ne sais plus, dans une famille d'accueil qui avait accueilli ce chat. Et lui, à l'âge adulte, donc maintenant on parle qu'il a 25 ans, et on va parler de son enfance. Maintenant, ayant ses 25 ans, on va parler de son enfance et évidemment de ce chat à qui il voudra trouver une famille d'accueil, puisque ce chat, il squattait toujours son monospace, enfin sa voiture, et un jour, quand il arrivait, il a vu ce chat avec une patte cassée. Donc du coup, il l'a pris, il l'a emmené chez le vétérinaire, il l'a laissé chez lui en pensant qu'il va le garder quelques jours, mais au final, le chat est resté 5 ans. Donc ils cohabitent ensemble, il lui a donné un nom, Nana, même si c'est un mâle, mais Nana veut dire 7 en japonais, et 7 c'est parce que sa queue est en forme de 7, enfin j'en sais rien, une virgule, enfin bon, voilà, il lui a donné ce nom-là, et son chat précédent il s'appelait 8, donc je sais plus comment on dit Itaki, je sais plus en japonais, donc le chiffre 8. Donc bon, pas très original comme nom, mais enfin voilà, il l'a appelé Nana. Et à chaque fois, vous avez ces discours, quand il lui donne le nom, le chat, il se moque, vous avez tout le temps, en fait, le plus drôle, c'est le chat. Vous avez, comme ça s'appelle, les mémoires de chat. Donc ce sont les chroniques qui sont menées par ce chat, Nana. Et quand c'est Nana qui parle, c'est toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, une légère moquerie, mais très originale et assez sympathique, sans méchanceté. Et c'est très sympa à lire, franchement ça détend l'ambiance parce que à la fois ce livre il est humoristique mais très très triste, douloureux, surtout à la fin. Ça va s'accélérer énormément à partir de la partie 5, il me semble 4 ou 5, enfin quasiment à moitié, ça va s'accélérer énormément. Parce que si vous voulez, les 2-3 premières parties, on comprend pas tout à fait pourquoi il fait le tour de ses amis, pourquoi il veut laisser son chat, et son chat va lui mettre les bâtons dans les roues, il va pas vouloir rester avec aucun de ses amis, il va tout faire pour être insupportable et qu'il s'entend pas avec eux, avec ses amis, avec les animaux de ses amis, etc. Donc il voudra pas le laisser là où il est pas bien. Et donc il lui cherche une famille d'accueil. Mais on sait toujours pas pour quelle raison, vous le découvrirez tout à la fin. Voilà. Donc c'est une histoire d'une grande amitié entre l'animal et l'humain en fait. Hein. C'est une histoire de Satoru et de Nana. C'est une histoire de chat.
Et vous savez, moi j'avais 3 chats quand j'étais en Ukraine et j'étais contrainte aussi de les laisser. Surtout la mienne, enfin on avait chacune notre chat femelle. Et on a été obligé de les laisser à la famille parce qu'on était toutes parties en fait de l'Ukraine. Voilà, et j'étais très triste parce qu'en plus on a voulu répatrier mon chat ici, mais au final je pensais qu'elle allait pas être bien ici. J'avais peur qu'elle allait pas supporter du tout le transport, sachant qu'elle a un caractère pire que le mien. Donc voilà, j'avais un peu peur pour tout ça et au final j'ai beaucoup regretté de l'avoir laissé là-bas. Donc ce livre, il m'a mis en larmes. J'ai pleuré, c'était juste pas possible. Hier, je n'ai pas pu faire la fin de cette vidéo, tout simplement clôturer, parce que ce livre, il est bouleversant. Surtout si vous aimez les animaux, surtout si vous aimez les chats, et surtout si vous en avez eu, vous en avez, et si vous avez vécu des histoires semblables à celui de Satoru, sans aller jusqu'au complètement une grande ressemblance, mais au minimum semblable, et ben ça touche beaucoup. Émotionnellement, c'est assez compliqué, mais c'est très intéressant de voir cette fidélité et amitié liée à tel point que ils deviennent inséparables tous les deux en fait. Voilà, donc c'est d'une tristesse, malgré cet humour présent, omniprésent, c'est d'une tristesse, mais incroyable. Non, ici aussi, donc on voit pas mal de regrets, de nostalgie, de souvenirs, de douleur, de chagrin, avec plein d'humour, comme je l'ai déjà évoqué. Donc les secrets de famille, hein, le tout est raconté avec de la douceur à la japonaise et la tendresse bienveillante, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que on vous amène tout doucement vers un petit désastre. Voilà. Donc voilà, je vous ai prévenu, ce n'est pas tout à fait facile comme lecture, surtout pour des gens assez sensibles. Mais j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé celui-ci, parmi toutes les lectures japonaises que j'ai faites. Enfin, j'ai l'impression que chacun de ces livres avait quelque chose à apporter. Et comme vous pouvez remarquer, dans beaucoup de ces livres, il y a des chats. Non, dans 2 de ces livres, il y a des chats. Celui avec la bibliothèque, le chat qui essayait de sauver les livres, il était pas mal aussi, avec pas mal d'humour, mais il y avait aussi une touche de tristesse, de psychologie un peu délicate aussi. Et puis les autres, tant que le café est encore chaud, il était sympathique aussi à sa manière, très douce lecture, mais pareil, assez douloureuse, où on parlait pas mal des maladies. Et la toute première lecture que j'ai faite, le coffret, je sais plus comment il s'appelait ce coffret, mais avec, il me semble, 5 petits livres où il y avait Hirondelle, Tsubaki, oula, je me rappelle même pas, où il y avait les noms Hirondelle, Camélia, Coquillage, je crois, enfin bon, des choses comme ça, où c'était assez difficile et tous ces livres avaient un liaison entre eux. Et c'était aussi intéressant. En fait, tout était assez intéressant, mais ce n'est pas du tout mon style de lecture. Mais j'adore, enfin, pour changer, c'est plutôt très bien écrit. Mais il faut aimer la littérature japonaise ou à la japonaise, ou je ne sais pas si la littérature chinoise est aussi douce comme la japonaise, il faudra que je vois ça. Est-ce que c'est un point commun des Asiatiques d'amener tout doucement vers quelque chose d'assez, enfin où il y a la morale, où il y a quelque chose d'assez compliqué à la fin? Je ne sais pas, est-ce que c'est la manière asiatique ou c'est purement japonais? Il faudra que je lise quelque chose de chinois, il me semble que j'ai un livre d'un auteur chinois chez moi, ou 2 livres, je ne me rappelle pas. Donc il faut que je les lise pour voir et faire une petite comparaison. Bon, en tout cas, c'est assez doux comme lecture, mais assez triste mais parfois avec une touche d'humour, beaucoup d'humour. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je pense qu'elle était assez longue. J'en suis désolée si vous avez dû subir cette longueur interminable.
Mais j'espère que ça a été quand même intéressant pour vous découvrir ces lectures que j'ai faites avec les auteurs japonais. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez si vous en avez lu au moins un de ces livres ou ce coffret. Voilà, quel est votre avis? Ne spoilez surtout pas parce que s'il y a des gens qui ne les ont pas lus, bah, ils voudront les lire. Mais dites-moi ce que vous en pensez et quel est votre préféré ou quel de ces livres vous donne envie de lire, de découvrir. Quel est l'auteur qui vous fait le plus envie de connaître, hein. Voilà. Je ne sais pas si c'était tout à fait français ce que je viens de dire. Quel auteur vous avez envie de connaître le plus? Peut-être c'est plus français. Bref, vous m'avez compris. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fallu pas mal d'efforts pour la filmer parce que je n'ai pas lu tout d'une traite. Il m'a fallu plusieurs semaines d'intervalle entre les lectures parce que tout simplement, elles sont assez complexes et assez difficiles mentalement à lire, hein, malgré que ce soit assez doux. Voilà. Donc, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification et je vous dis à très bientôt à des prochaines lectures et bien évidemment vos calls et puis les cours de russe et etc. Ciao.